Moi, je dis souvent que je suis tellement démocrate que si les gens veulent pas de la démocratie, je serais d'accord avec eux. Moi, j'ai mes idées, évidemment, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que le peuple devienne souverain et puis qu'il fasse ce que bon lui semble de cette souveraineté, parce que la vraie souveraineté, elle est pas mise sur des rails, quoi. Le peuple en fera ce qu'il en fera, quoi. Mais là, pour l'instant, on est tellement peu souverain que tout reste à faire. C'est pas le moment de se chamailler sur ce qu'on fera une fois qu'on sera souverain. D'abord, il faut devenir souverain. Bienvenue sur Nexus. Comment changer la face du monde avec des cafés associatifs, des cafés philo ou même des ateliers constituants à la mode d'Étienne Chouard que vous connaissez forcément. On est aujourd'hui avec un médiateur, animateur, organisateur de multiples événements citoyens. On est avec Léo Giraud qui va nous parler justement de cette force de discussion, de prise en main de la place publique dans la société. En France en tout cas. Léo Giraud, bienvenue, merci d'être avec nous sur Nexus. Comment ça Bon. a commencé cette aventure? Alors, moi, je vais parler pour mon cas très personnel. Ça a commencé par une rédaction avec un copain de statut associatif. Euh, à écrire les règles du jeu, de comment on va fonctionner ensemble. Déjà, comment nous deux, dans l'association, parce que c'était une asso juste pour deux personnes, comment est-ce qu'on allait fonctionner entre nous? Et donc, ce premier épisode de, de réflexion sur les règles du jeu m'a donné grandement envie de continuer. J'ai écrit des statuts pour d'autres associations. C'est même une partie de mon boulot. Aujourd'hui, j'écris des statuts associatifs. Mais du coup, quand Étienne Chouard a commencé à parler de l'Assemblée constituante tirée au sort, moi, j'ai découvert le tirage au sort à ce moment-là. Je me suis pas mal intéressé à la chose. Et puis, lorsqu'est venue l'idée de que si on veut que l'idée d'un tirage au sort de citoyens constituants soit légitime un jour, il faut qu'on s'y colle et il faut qu'on fasse des ateliers constituants. Et avec des amis, on s'est dit ouais, faut qu'on organise ça. Donc on avait créé les gentivirus. Et puis l'idée avec les gentivirus, c'était donc de faire passer le message que c'est à nous d'écrire la Constitution. Mais c'est bien beau de dire que c'est à nous, voilà, faut s'y coller quoi. Donc on a commencé à organiser des ateliers un peu partout en France. Et puis le hasard a fait que lors d'une émission euh, avec une chaîne qui n'existe plus aujourd'hui, on devait organiser un tour de France des ateliers constituants, projet qui est tombé à l'eau, et on avait beaucoup travaillé sur ce projet. Et à la fin, moi, je me suis dit, mais non, on n'a pas fait ça tout ça pour rien. Et donc, je me suis dit, je les lance tout seul. Et puis voilà, j'ai lancé les ateliers constituants, pas tout à fait tout seul, parce qu'il y a quelques copines qui m'ont aidé. Et puis du coup, c'est moi qui ai pris en main le truc. Et puis donc ça fait 15 ans maintenant, 14 ans qu'on s'y est collé. Et puis voilà, c'est des ateliers hebdomadaires en parallèle de ça. Donc il y a plein d'autres projets qui se sont lancés et d'autres types d'ateliers qui ont popé un peu partout en France et de plus en plus. Il y a aussi du présentiel. Je sais qu'il y a du en ligne, mais est-ce qu'il y a aussi du Mhm. présentiel par là où vous êtes? Ouais, alors moi jusqu'à présent, j'étais assez peu actif en présentiel. Quand on me demandait de venir quelque part pour organiser des ateliers, je le faisais, mais Hmm. voilà, plutôt casanier et plutôt numérique. Mais en fait, donc avec les gentivirus, on avait commencé l'idée que chacun prenne les choses en main et organise des ateliers constituants. Donc ça fait 15 ans qu'il y a des ateliers constituants un peu partout en France. Mais là, il y a une petite nouveauté, c'est qu'avec un collectif sur Telegram qui s'appelle Atelier Constituant et avec le MCP, on crée des ateliers constituants partout où on peut. Donc on crée des groupes et l'atelier constituant est un bon moyen de souder les groupes parce que un petit peu tout le monde connaît Étienne Chouard et sait que a déjà entendu que oui, il faut faire des ateliers constituants. Et il y a énormément de gens qui se disent un jour, faut que j'en fasse un quand même. Et donc du coup, c'est un bon moyen de les faire sortir de chez eux, de les faire rencontrer le groupe, et puis à partir de là, ceux qui accrochent
continueront en font plusieurs, et puis d'autres n'en feront qu'un, parce que c'est intéressant aussi d'en avoir fait un dans sa vie pour les gens que ça branche pas plus que ça, se rendre compte qu'ils en sont capables, et puis que c'est sympa, et puis voilà, c'est déjà beaucoup. Et Donc après, en nombre, je peux le chiffrer à peu près, si je regarde combien on en a aujourd'hui, et si je me en mets le ligne, filtre. en ligne, ça marche bien aussi. C'est le même résultat qu'en présentiel. Vous arrivez à obtenir la même énergie. Alors, la même énergie, certainement pas. Il y a plein de gens pour qui voilà le contact humain rajoute quelque chose. Maintenant, en termes de productivité, pour moi, les ateliers en ligne sont supérieurs. C'est En gros, il y a un truc qu'on a du mal à faire en physique, c'est à focaliser les gens sur un texte. Quand on est en audioconférence, la visio, elle gêne un peu aussi. Mais quand on est en audioconférence, on ouvre un document partagé, tout le monde a les yeux sur le texte, et puis on regarde pas autre chose, quoi. Tout le monde regarde le texte. Donc du coup, c'est assez pertinent comme méthode finalement, parce que en physique, du coup, pour bien le faire, il faudrait un projecteur. Ou alors le faire sur un whiteboard. Enfin bon, faut mettre en place les conditions, alors que nous, on a juste à ouvrir un document partagé et c'est réglé, quoi. Qu'est-ce que vous ressortez le plus de ces ateliers constituants? Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Alors déjà que tout le monde en est capable euh, et qu'il y a des difficultés, euh, mais faciles à soulever quand même. Mais il y a des difficultés qui sont intéressantes pour moi à travailler. C'est d'ailleurs pour ça que j'en fais autant. Vu que moi à la base je travaillais sur l'assemblée constituante de tirer au sort, je me suis dit si on tire au sort des gens, il va falloir être capable d'organiser leur séance de travail. Et pour ça, il nous faut un gros retour d'expérience. C'est pour ça que moi, je fais des ateliers ouverts à tous. De droite, de gauche, on a des royalistes, des impérialistes, des anarchistes, tout ce qu'on veut. Le but, c'est de travailler avec tout le monde et voir à quel moment ça coince, comment on peut s'en dépatouiller et tout. C'est pour moi l'exercice. C'est ces difficultés-là que j'aime essayer de résoudre. C'est ça qui faisait peur à certains médias de masse, on va dire, qui essaient d'imposer une certaine vision. Étienne Chouard leur faisait peur à ce niveau-là parce qu'il allait parler avec toutes les types de populations, de politiques, et on lui disait, regardez, il va parler à droite, il va parler à gauche, et on voulait exclure certains, on voulait trop catégoriser. Donc c'est intéressant, vous, justement, vous allez voir toute cette catégorie, tout ce paysage politique. Alors, c'est plutôt eux qui viennent à nous. Moi, je vais pas trop chercher les gens. Euh, Disons que il y a un filtre naturel qui se fait quand les gens viennent à nous. Ils viennent à nous quand ils sont prêts. Et c'est beaucoup plus facile de travailler quand même avec des gens qui sont prêts que des gens qui sont pas prêts, sachant que nous, on n'a pas le temps de les former, tout ça. Si on faisait un tirage au sort, les tirages au sort, ils seraient formés et donc ils seraient mis dans le bain, on va dire un petit peu au fil de l'eau, quoi. Mais il y aurait quand même une phase préparatoire. Là, si on va chercher des gens qu'on les demande de se connecter, ils vont se demander un petit peu, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, pour moi, ça me suffit que les gens viennent d'eux-mêmes. Maintenant, on fait un peu des efforts quand même pour être visible un peu, histoire que ce soit pas toujours des fans d'Étienne Chouard qui viennent aux ateliers, parce que l'idée justement, c'est de brasser large, c'est d'aller un petit peu plus loin parce que quand Étienne fait une conférence, bah du coup, les gens viennent parce qu'ils sont intéressés par les travaux d'Étienne Chouard, quoi. Ils connaissent déjà tout ça, et donc nous, on essaye de brasser un petit peu plus large pour voir ce que ça donne avec une population plus générale, quoi. Tout à fait. Tu as dit que tu organisais beaucoup plus d'événements que des ateliers constituants. Ça fait 12 13 ans que tu es dans ce milieu justement des acteurs du changement, comme on pourrait dire. Qu'est-ce que tu as pu créer autre que ces ateliers constituants? Alors, moi, j'ai créé donc pas mal de collectifs et j'ai rejoint pas mal de collectifs aussi. Mon idée globale, stratégiquement, c'est qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc voilà, faut multiplier les moyens d'action, multiplier les thématiques aussi, parce que il y a toute la partie tirage au sort, la partie assemblée constituante.
ça veut dire c'est mes premiers travaux quoi, mais très vite je suis rentré dans le RIC par l'association Article 3, par le CLIC. J'ai travaillé donc avec Yvan Bachot. De là, il y a eu l'explosion du RIC avec les Gilets jaunes. Plein de nouveaux collectifs ont été créés. J'en ai moi-même créé à cette occasion et j'en ai rejoint d'autres. Certains ont périclité, d'autres existent toujours et sont très fonctionnels. Et donc dans les événements, bah, on organise notamment des votations. Nous, au MCP, donc l'un des mouvements que j'ai cofondé, c'est le mouvement constituant populaire. On organise depuis le début, donc depuis 2020, ce que certains appellent des RIC sauvages. Nous, on appelle ça votation citoyenne autonome. Et là, l'objectif, c'est de faire voter des gens dans la rue. On déclare des manifestations statiques, on se pose avec une table, une urne dans la rue, et puis on pose des questions aux gens. Et on leur explique, parce que souvent on organise ça le jour des élections, et donc bah, ils se rendent au bureau de vote et ils se disent c'est quoi ce travail? Je croyais que c'était à l'intérieur qu'on votait d'habitude. Et puis on leur explique non, 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 à l'intérieur là-bas c'est un bureau électoral. Ici c'est un bureau de vote. Ici on met pas un papier pour une personne, on met un papier pour une idée, pour savoir si vous êtes pour ou contre, et puis on en débat avant. Donc voilà, c'est un moyen de, on va dire, de marquer les gens, parce que voilà, c'est le jour de, enfin, j'allais dire de l'année. Presque, c'est le jour de la demi-décennie où ils s'intéressent à la politique. Donc on essaye de les prendre ce jour-là. Et voilà, après, il y a tout un tas d'autres petites manifestations auxquelles on peut participer. Moi, voilà, comme je disais, je suis plutôt casanier, donc j'organise, j'aide les autres à organiser des activités locales plus que je n'emmène moi-même. Comment tu as vu en 13 ans l'évolution de... Alors quelle est l'initiative de ce militantisme? Tu te décris comme militant toi-même. Mhm. Le but, c'est de demander une autre politique, un autre système, juste de pousser pour un parti. Quelle est la volonté initiale? Moi, c'est que ce soit les citoyens qui décident dans quel système ils vivent. Euh, Moi, je dis souvent que je suis tellement démocrate que si les gens veulent pas de la démocratie, je serais d'accord avec eux. Moi, j'ai mes idées, évidemment, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que le peuple devienne souverain et puis qu'il fasse ce que bon lui semble de cette souveraineté, parce que la vraie souveraineté, elle est pas mise sur des rails, quoi. Le peuple en fera ce qu'il en fera, quoi. Mais là, pour l'instant, on est tellement peu souverain que tout reste à faire. C'est pas le moment de se chamailler sur ce qu'on fera une fois qu'on sera souverain. D'abord, il faut devenir souverain. Passionnant. Et comment tu as vu justement, avec tout ce que tu as mis en place, comment tu vois l'évolution Tu trouves qu'il y a du mouvement chez les gens aujourd'hui? Euh, En fait, je trouve il y a des vagues. Euh, Souvent, il y a soit un collectif qui se monte et ce qui attire pas mal de curieux et ça crée une énergie nouvelle. Il y en a un tous les 2, 3 ans de mouvements comme ça voilà, qui brassent plein d'énergie et tout le monde en bénéficie de cette énergie. Après, il y a Hmm. les gros mouvements sociaux. Euh, il y a des périodes et il y a des trahisons. On a eu 2008. Il y a eu la période Covid. Il y a des périodes comme ça où les gens ont été tellement dégoûtés qu'ils se disent non mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Et donc ça c'est les vagues d'énergie qu'on reçoit nous. À l'époque de Valls et à l'époque de Sarkozy, moi je disais que je les adore parce qu'on n'a jamais eu plus de militants qu'avec ces deux-là. Et Macron, il a battu le record. Il a réussi à faire encore mieux parce qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, les gens pètent un plomb. Donc quelque part, nous, ça nous arrange. Je dis ça aussi à propos du 49-3. À chaque 49-3, nous, on a des nouveaux militants, quoi. C'est un Ouais. petit peu, voilà, les gens, ils se mettent au boulot quand c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc c'est dommage, mais faut que les vases débordent. Hmm. C'est hyper intéressant. Et d'accord. Ouais, c'est fascinant de voir tout ce qui peut être fait. Qu'est-ce qu'aujourd'hui peut motiver les gens justement à aller créer leurs propres ateliers constituants ou autres? Euh, Là, en ce moment, là, on est sur les municipales.
avec Raphaël que tu as rencontré, on, on a travaillé sur des chartes municipales, de fonctionnement démocratique, ce qui est l'équivalent d'une constitution, mais à l'échelle d'une commune, dans l'idée qu'un maximum de listes citoyennes qui se lancent en 2026 proposent, et s'ils sont élus, mettent en place des fonctionnements démocratiques dans leur commune, mais aussi les communes existantes. Parce que, comme je parlais tout à l'heure de mes ateliers de rédaction de statuts associatifs, euh, les statuts associatifs, c'est quelque chose qu'on va vraiment mettre en place tout de suite. Donc c'est super intéressant parce que ça va être effectif à partir du moment où on l'a envoyé en préfecture, quoi. Enfin, où on reçoit le récépissé. Au niveau municipal, à partir du moment où on le met en place et que c'est validé, c'est aussi effectif. Il y a un côté un peu plus théorique dans l'atelier constituant national, c'est qu'on écrit une constitution pour peut-être le jour où on sera constituant, mais on n'y est vraiment pas. Donc l'activité locale peut être un moyen pour les gens de se motiver. Et puis là, vu que les élections, c'est dans moins d'un an, bah, c'est le moment de s'y mettre. Et ensuite, je dirais il y a l'idée de monter en compétences. C'est les ateliers conscients, c'est vraiment ce qui fait le plus vite monter en compétences sur le système politique, le fonctionnement des institutions, les contrôles sur les institutions, tout ça. Et donc, si on veut se forger une opinion sur ces choses-là, et si on veut on veut devenir un militant convaincant, persuasif, pertinent dans ses démarches et dans ses conversations, et ben les ateliers constituants, il y a rien de mieux, il y a rien de plus formateur. Donc, il y a plein de gens qui hésitent au début, qui en font un pour voir, et puis qui disent ouais, en fait, c'est super sympa, on apprend plein de trucs, je vais revenir. C'est passionnant. Et c'est simple à faire en atelier constituant. Tu prends un article de loi, 6 personnes autour de la table. Non, tu m'as dit toi à 7 plutôt. Et puis c'est parti. Hein. Tu aimes bien Ouais, diviser en alors, groupes. ça peut même commencer. Alors, il y a quelque temps, j'aurais dit à deux. Mhm. Parce que c'est plus sympa que tout seul, mais ça peut tout à fait se faire tout Ah seul. oui. Et aujourd'hui, ça peut se faire à un et demi. Là, on a travaillé, on a créé un GPT personnalisé qui s'appelle GPT Constituant. Et donc, c'est un assistant à la rédaction constitutionnelle à qui on a appris à être démocrate. Parce que par défaut, GPT, il comprend pas tout à fait la démocratie, il confond avec la République. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc on a fait un GPT démocrate spécialisé dans la rédaction et donc on peut tout à fait aujourd'hui et je rigole pas en 5 minutes montre en main rédiger un début de constitution, voire une constitution complète en un quart d'heure, ça peut être réglé. C'est assez incroyable parce que faut pas mettre de côté l'aide que ça peut nous apporter, le gain de temps de l'intelligence artificielle, c'est complètement dingue, surtout que là en gros, on l'a nourri avec tous mes travaux, tous les travaux d'Yvan Bachot, ceux d'Étienne Chouard, tout ça. Donc, c'est une intelligence artificielle un peu plus éduquée que la norme sur les questions démocratiques, quoi. Et donc après, en question d'organisation, souvent les gens mettent la barre un peu haut parce qu'ils ont entendu parler des ateliers par Étienne. Et du coup, Étienne, quand il organise des ateliers, il y a 300 personnes qui viennent à sa conférence, il y a une grande salle qui est louée, il y a plein de tables avec des ateliers, tout ça. Et puis les gens s'imaginent que c'est ça qu'il faut mettre en place. Mhm. Alors qu'en fait, comme dit Étienne lui-même, la plupart de ces ateliers, ils se passent dans le train ou quand il fait du stop. C'est-à-dire que la personne qui le prend en stop ou la personne qui s'assoit à côté de lui dans le train, il le sait pas encore, mais il va faire un atelier constituant. Et donc ça peut commencer comme ça, à deux sur un coin de table, il y a aucun souci. Après, moi c'est vrai que j'organise les choses parce que moi je suis sur un travail à long terme. Nos ateliers du mardi là sur Mumble Constituant, c'est la rédaction d'une constitution complète en partant plus ou moins de zéro. C'est-à-dire qu'on est parti de la constitution de 58, mais on a gardé qu'une phrase. Mais je sais même pas si on l'a gardé au complet la phrase. Donc c'est un gros boulot qui a été fait sur des années et sur lequel on continue malgré qu'on l'a fini notre constitution, on continue à l'améliorer. Donc après, ça dépend où est-ce qu'on place la barre, mais la barre, on peut commencer à la placer tout en bas, il n'y a pas de problème. À deux sur un coin de table. Mamie, tu penses quoi du rôle du président et du fait que il se permet je sais pas, déclencher des guerres sans respecter la Constitution et que le Parlement fait comme si rien ne s'était passé.
qu'il y a des milliards qui sont envoyés à un pays étranger sans que les Français aient leur mot à dire. T'en penses quoi? T'es d'accord? Tu penses qu'il faudrait l'interdire ou pas? Et déjà, on a un début d'atelier constituant, donc ça peut commencer très rapidement, quoi, hein. Faut pas, pour moi, faut le voir d'une manière assez naturelle, c'est repenser les règles du jeu avec la petite subtilité, c'est que dans l'idée derrière, eh ben, on écrit la règle. Hmm. Voilà, c'est le travail de rédaction. C'est très intéressant mentalement et puis dans les rendus, c'est-à-dire pouvoir montrer ces rendus à quelqu'un d'autre, pouvoir comparer les travaux, pouvoir ajouter ces petits bouts de phrases à des petits bouts de phrases. Nous, dans nos ateliers, on a étudié, à chaque fois qu'on abordait une thématique, on étudiait d'abord les travaux des autres ateliers constituants sur le même thème. Et donc en fait, on fait avancer une intelligence collective de long terme, en même temps que nous, dans notre petit groupe, on fait de l'intelligence collective. Il y a aussi cette croissance du corpus d'origine citoyenne qui permet à d'autres citoyens de s'en nourrir, quoi. Et c'est fascinant. Oui, parce que du coup, c'est ça le but de l'atelier constituant, c'est de pouvoir à la fin savoir réécrire soi-même la règle de droit qu'on aimerait voir dans la société. Ouais, et apprendre à lire. C'est pareil pour les modalités du RIC, on en parle souvent. Écrire, ça sert à apprendre à lire. Généralement, on apprend à lire et écrire en même temps. C'est un apprentissage qui les deux, ça va ensemble. Et dans l'idée que lorsqu'on va écrire nous-mêmes, on va se poser toutes les questions qu'on ne se pose pas lorsqu'on lit. Et donc du coup, quand on aura écrit, eh ben, la prochaine fois qu'on va lire un texte de droit, on va l'analyser avec un autre regard, beaucoup plus critique, parce que toutes ces petites questions sur les subtilités de oui, mais si on fait ça comme ci, si on fait ça comme ça, on se les sera déjà posées. On aura déjà trouvé ce qui est pour nous les bonnes réponses. Et lorsqu'on voit un texte qui apporte des mauvaises réponses, on sera capable de le voir. Parce Hmm. qu'on a tendance à souvent se faire enfler. Quand on nous présente un texte, on dit ah ouais, c'est pas mal, j'aurais pas écrit mieux. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'en a jamais écrit nous-mêmes. Mais en vrai, quand les citoyens écrivent des textes, ils sont mieux que ceux qu'écrivent nos représentants. Waouh, ça c'est une belle phrase. J'en profite 2 secondes pour vous dire le dernier magazine Nexus est en kiosque. On est obligé de faire un petit peu de pub puisque c'est un moyen pour nous soutenir et on essaiera, plus vous nous soutiendrez, plus on pourra faire du contenu libre et indépendant et vous montrer justement ces personnes-là qui sont aussi, c'est ma prochaine question, vous êtes invisibilisés dans les médias. Nous, on est dans les médias de masse. Nous, on essaie de montrer sur Nexus tout ce qui se fait pour tout ce que font les acteurs du changement qui essaient d'impulser du mouvement positif et on ne voit jamais tout ce qui se fait. Vous avez parlé aussi de Yvan Bachot tout à l'heure. Voilà, on ne montre jamais toutes ces personnes qui se battent sur le terrain pour essayer de sortir de chez soi ou de prendre du temps après le travail pour faire des ateliers, pour faire des places, des maisons de la gratuité, des places de la gratuité. Il y a des réseaux d'entraide. Il y a plein de choses à construire aujourd'hui qui ne sont pas montrées dans les médias traditionnels. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que tu en penses? Comment faut le voir? Est-ce qu'il s'agit d'une censure ou d'une méconnaissance? Long débat, hein. Déjà, je pense que l'élite ou la prétendue élite ne prennent pas les citoyens au sérieux. Il y a un copain qui parle des gueux en ce moment. Les gueux sont pas pris au sérieux et donc comment dire? Euh, Ils ne s'y intéressent même pas. Parce qu'à la limite, s'ils s'y étaient intéressés et qu'ils avaient refusé d'en parler, je crierais peut-être à la censure. Mais là, je sais même pas s'il faut parler de censure. C'est une sorte d'omerta. Chut, faut pas en parler. Il y a des citoyens qui se bougent les fesses, mais faut pas oublier que c'est que des citoyens, donc faut pas en parler. Il y a un peu de ça, c'est sûr. Le tabou. Le tabou est plus simple à gérer que bah, s'ils affichaient les travaux que font les citoyens, ça se verrait tout de suite quand même que c'est assez qualitatif. Euh, mais bon, pour l'instant, je dirais qu'ils nous ignorent. Peut-être qu'un jour ils nous railleront et qu'on finira par gagner, je sais pas. Mais là, pour l'instant, je vais dire qu'on n'est pas assez bon en termes de communication aussi. On n'a pas assez de soutien de la part des médias alternatifs aussi, hein.
Les médias alternatifs sont devenus un petit peu comme les médias mainstream, c'est-à-dire des médias de divertissement qui font leurs chiffres sur la quantité et non sur la qualité. Voilà, les algorithmes, c'est fait comme ça, hein. Donc, je pense que c'est à tout le monde. C'est en fait, personne fait sa part. Les citoyens font Hmm. pas leur part parce qu'ils participent pas assez à ce genre de projet. Et même lorsqu'ils y participent, ils en font pas assez la promotion, parce qu'il faut pas oublier que les likes et les partages, ça fait tout dans ce monde, hein. Les médias alternatifs ne le couvrent pas assez. En même temps, nous, on les sollicite pas assez parce que eux, ils ont tendance à répondre à la demande de leurs auditeurs. Et si leurs auditeurs ils leur demandent pas, bah c'est aussi de la faute des auditeurs, hein. Faut partager les culpabilités. Et puis ensuite, on est aussi pas bon dans le fait de prévenir la presse locale lorsqu'on fait des événements. Et moi, j'ai beau le rappeler à chaque fois, les gens ont du mal. Alors que la presse locale, elle est facile à avoir quand même. C'est une presse mainstream, mais même les médias locaux, radios locaux, TV, presse locale écrite, tout ça, c'est assez facile à avoir. Et disons que si tout ça, ça se bougeait, eh ben les mainstream des grandes chaînes, etc., seraient obligés d'en parler parce que ce serait pas possible de passer à côté, un petit peu comme pendant les Gilets jaunes. Aucune chaîne n'a oublié de parler du RIC. Le RIC était dans toutes les bouches, sur toutes les chaînes, parce que la société s'était emparée du truc tellement massivement que c'était devenu incontournable. Bah, à nous de faire en sorte que toutes ces choses-là soient du même ordre, mais de manière continue, quoi. Parce que là, au bout de 15 jours, ils ont arrêté d'en parler et c'était la fin de l'histoire, quoi. Hmm. Or, c'est un sujet continu, c'est-à-dire que c'est un sujet qui ne doit pas lâcher tant que le peuple n'est pas souverain, le peuple doit tout faire pour le devenir. C'est aussi pour ça que dans nos collectifs, souvent, on fait beaucoup d'éducation populaire. Ouais. Pas pour convaincre les gens, parce que les gens, la plupart, sont déjà convaincus. C'est-à-dire que dans les sondages, les chiffres, ils sont tellement hauts. On est à entre 70 et 85% de favorables au RIC en toute matière, etc. Donc les gens, ils veulent absolument pouvoir décider, mais l'éducation populaire, elle doit être faite sur la priorisation. Euh, il y a une citation qui dit que à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Et c'est un petit peu ça qui nous arrive, c'est-à-dire que on a ce flux de divertissement, une sorte de flux tendu d'actu à gérer. Et puis en fait, on est tellement pris là-dedans qu'on oublie de se poser 2 secondes et se dire, bon, c'est quoi le plus important? Stratégiquement, elle se situe où la priorité? Et la priorité, c'est de récupérer le pouvoir qui nous est dû. Et donc voilà, à nous de jouer, hein. C'est pour ça, je tire pas forcément à boulet rouge sur les médias mainstream, je tire un petit peu sur tout le monde parce que c'est la société un peu léthargique, hein. C'est à nous tous de nous y coller, de faire notre maximum, et les médias mainstream, ils prendront le pli, quoi. Et c'est intéressant de parler de cette léthargie parce que c'est vrai qu'après le travail, il y en a beaucoup qui ont la sensation de ne plus avoir d'énergie pour pouvoir aller faire. Et il faut qu'on trouve des moyens de sortir. Léthargie, c'est vraiment le bon terme, comme l'apathie. Quels sont, où est-ce qu'on peut vous retrouver, les sites internet, les prochains événements que vous organisez? Alors, les événements, on en a un peu tous les jours. Cool. Pour se renseigner déjà, C'est sur quel réseau? Ouais, pour ce. vous pouvez aller sur RIC France, ric-france.fr. Vous trouverez une page acteurs. Dans Agir Action, vous trouverez les actions, et dans Info acteurs du RIC, vous trouverez les acteurs du RIC qui sont notamment des acteurs qui ne bossent pas que sur le RIC. Mais disons que ces dernières années, c'est le RIC qui a pris le pas sur tout le reste, hein. Pour ce qui est des ateliers constituants, donc le mieux c'est de rejoindre le mouvement constituant populaire qui sert un peu de hub. Donc je disais tout à l'heure pour ce qui est du chiffre, donc des ateliers locaux réguliers, il y en a 42, et des ateliers en ligne réguliers, beaucoup plus réguliers du coup parce que c'est plus facile d'organiser des ateliers en ligne. Il y en a 4. Et donc voilà, il y en a un petit peu partout dans toute la France et même dans des coins inattendus comme à Taïwan.
On a des ateliers à Taipei. Mhm. On a des ateliers qui vont commencer en Belgique aussi, mais sinon, voilà, nous, on est principalement sur la France. Et donc, le MCP, pour rejoindre, donc c'est mouvement-constituant-populaire.fr. Comment ils Et se sont retrouvés donc, à Taipei? voilà, vous trouverez, donc il y a une carte pour s'inscrire, bah, faut rejoindre le maillage territorial, comme ça on s'ajoute à la carte. L'idée c'est de qu'il y ait un maximum de citoyens qui s'ajoutent à cette carte et que ça coagule des gens qui veulent notamment faire des ateliers constituants, mais pas que, tout un tas d'autres types d'actions. Et donc du coup, on a aussi nos ateliers constituants, enfin les ateliers constituants de nos partenaires qui sont sur cette carte. Parce que pour nous, ce qui compte, hein, c'est pas que les gens rejoignent tel ou tel collectif, c'est que la société entière se bouge. Donc voilà, on, on sert à rediriger vers tout ce qu'il est possible d'avoir comme événement constituant et principalement donc en ce moment les ateliers constituants. C'est là-dessus qu'on met le gros des efforts. C'est sur le fait que les gens bah, se mettent à rédiger eux-mêmes et montent en compétences le plus rapidement possible pour que ça avance, quoi. Passionnant. Donc il y aura des événements toute l'année, donc c'est à aller voir directement sur rig-france.fr. Merci Léo Géraud d'avoir été avec nous, c'était vraiment passionnant. On espère, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres voilà, actualités sur tout ce qui se fait dans toute la France à ce niveau-là, puisque je pense qu'il y a beaucoup de beaux mouvements comme ça qui peuvent émerger. Parfait. Merci Léo Géraud. Partagez cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas, le dernier magazine Nexus est en kiosque près de chez vous ou sur nexus.fr. Et prenez vos places pour le 5 septembre. C'est les 25 ans de Nexus au théâtre du Gymnase le 5 septembre 2025. Vous pouvez prendre vos places sur nexus.fr. Merci à vous. À bientôt Léo Géraud.